Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, je trouve, tiré d'un document qui s'appelle «L'ego, ennemi invisible du trading». L'idée derrière, c'est un peu contre-intuitif, hein. L'idée que les pertes en trading, elles viendraient pas juste d'une mauvaise analyse ou du marché lui-même, mais de nous, de notre propre ego. Oui, exactement. C'est un angle très intéressant. Et notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cet ego, cet ennemi, comme ils disent, s'immisce dans nos décisions, comment il brouille notre vision du risque et comment il peut transformer quelque chose qui devrait être logique en une vraie bataille émotionnelle, en fait. Tout à fait. Et surtout, voir comment on peut l'identifier, le repérer, et peut-être le maîtriser pour viser la constance. C'est ça le but, non? C'est ça. L'enjeu est énorme. Parce que le document le dit bien, dompter son ego, c'est pas juste un petit plus. C'est un défi majeur, peut-être le défi essentiel pour être rentable sur la durée. Ça va bien au-delà de la technique pure, de l'analyse. On est vraiment dans la psychologie, la discipline personnelle, la connaissance de soi, quoi. Alors justement, commençons par là. Quand on dit ego dans ce contexte, le trading, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est pas juste être orgueilleux. Non, non, c'est plus subtil et plus profond que ça. Le document le décrit plutôt comme un besoin presque viscéral d'avoir raison. Ce besoin d'être reconnu, même juste par soi-même, hein, ou encore cette illusion qu'on peut contrôler le marché, alors que, par définition, il est largement hors de notre contrôle. Une sorte de confusion entre notre volonté et la réalité. D'accord. Et concrètement, ça donne quoi comme comportement sur les marchés? Quels sont les signes typiques que le document pointe du doigt? Alors, il y en a plusieurs, mais ils ont un air de famille. Par exemple, le refus d'admettre qu'on a tort. Ça, c'est classique. On n'arrive pas à couper une position perdante. On s'accroche. On espère. On espère, voilà. Il y a aussi cette réaction très humaine, mais catastrophique en trading, vouloir se venger du marché après une perte. Ah oui, comme si le marché nous en voulait personnellement. Exactement. Ce qui est absurde, mais l'émotion est là. Autre exemple, l'entêtement. On maintient une position perdante et parfois pire, on la renforce, on double la mise, Non, pas par analyse, mais juste pour... juste pour se prouver qu'on avait raison au départ. C'est l'ego pur qui refuse d'admettre l'erreur initiale. Et puis, il y a le fait de jeter son plan de trading aux orties. On a un plan réfléchi, et puis soudain, une impulsion, une intuition, qui est souvent juste l'ego qui cherche une victoire rapide ou de l'excitation. Et l'impact de tout ça, pourquoi c'est si destructeur au final? Le point crucial, et le document insiste beaucoup là-dessus, c'est le mécanisme derrière. Ces comportements, ils provoquent un vrai, comment dire, basculement. On quitte la zone logique du cerveau, l'analyse rationnelle, le calcul, pour tomber sous la coupe du cerveau émotionnel, le système limbique. Lui, il est fait pour réagir vite, pour la survie immédiate, pas pour des décisions patientes, réfléchies, basées sur les probabilités. C'est ce court-circuit en fait, l'émotion qui prend le dessus sur la raison à cause de l'ego. Voilà. C'est là que réside le danger principal selon cette analyse. Le document parle même d'une sorte de parcours typique, une progression chez le trader qui se fait piéger par son ego. C'est quoi cette trajectoire, Evelyne? Oui, c'est assez classique. Souvent, ça commence par la curiosité, l'apprentissage, c'est nouveau, c'est stimulant. Ensuite, si les premiers succès arrivent, vient la confiance. Jusque-là, tout va bien. Oui, mais c'est là que ça devient glissant. Si cette confiance n'est pas tempérée par l'humilité, elle peut vite déraper vers la phase critique, la surestimation, l'overconfidence comme on dit. C'est souvent après une série de bons coups, il imagine. Précisément. Et ces gains peuvent être dus en partie à la chance, d'ailleurs, ce que l'ego oublie très vite, hein. C'est là qu'il commence à gonfler. Une illusion de maîtrise s'installe. Le petit dialogue intérieur change, d'après le texte. Ça y est, j'ai compris le truc, je sais où va le marché, je suis meilleur que les autres. Une sensation grisante apparemment. On imagine bien. Mais pourquoi c'est si dangereux au-delà de l'illusion? Parce que ça crée un décalage énorme, une déconnexion totale avec la vraie nature du marché. Le marché, lui, il n'a pas d'ego, zéro. Il se fiche de savoir si on a gagné hier ou perdu avant-hier. Il n'a pas de mémoire, pas d'intention, pas de préférence. Il est complètement impersonnel, neutre, indifférent même. Et c'est le choc entre cette perception gonflée du trader, je suis le maître, et la réalité froide du marché. Exactement. Et ce choc mène quasi inévitablement à une désillusion, souvent brutale. Avec quelles conséquences? J'imagine la perte d'argent. Oui, souvent. Les conséquences sont logiques. D'abord, on perd la discipline.
Le plan? Oublié. Ensuite, on prend des risques de plus en plus gros. L'effet de levier, on l'utilise à fond. Le surlevier, on se sent invincible, alors on charge la barque. Et la fin de l'histoire? Ben, c'est souvent une perte significative du capital. Parfois tout le capital. La chute est aussi rapide que l'ascension était illusoire. D'accord. Le tableau est assez clair et pas très réjouissant. Mais alors, comment on sait? Comment savoir si c'est l'ego qui prend les commandes? Le document donne des pistes, des signaux d'alerte. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très concret. Il y a plusieurs signaux qui devraient nous alerter. Un des plus parlants, c'est quand on sent que le besoin d'avoir raison sur un trade devient plus fort que l'objectif de gagner de l'argent sur le long terme. Ah oui, l'orgueil prend le pas sur la rentabilité. Intéressant. C'est ça. La petite satisfaction narcissique du « j'avais raison » qui dépasse tout le reste. Autre signe. Commencer à jouer avec son stop-loss initial, on le déplace un peu. Pour laisser respirer le trade, comme on dit. Voilà, la justification classique. Mais au fond, très souvent, c'est juste qu'on refuse d'admettre que le scénario était mauvais, que le trade tourne mal. L'ego refuse la perte. D'autres exemples, peut-être? Oui, le refus ou la procrastination pour analyser ses trades perdants. On n'a pas envie d'ouvrir le journal, de voir ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ça nous met face à l'échec. Ça heurte l'ego. L'envie irrépressible de se refaire tout de suite après une grosse perte, ça aussi c'est typique de l'ego blessé. Et puis bien sûr, la comparaison constante aux autres, surtout avec les réseaux sociaux. Ça peut nourrir l'infériorité ou l'arrogance. Ce qui est fou, c'est que ça semble tellement humain, tout ça. Ben oui, c'est pour ça que la première étape, c'est juste de reconnaître ces schémas quand ils apparaissent. C'est fondamental. Sans cette prise de conscience, cette lucidité sur soi-même, impossible de changer quoi que ce soit durablement. Il faut une sorte d'autodiagnostic régulier, une introspection honnête. Logique. Mais une fois qu'on n'a plus conscience, comment on fait? On se dit juste aller soit humble, soit discipliné, ça suffit? Alors, l'approche du document est plus pragmatique. Elle dit que la simple volonté, la résolution mentale, ça tient rarement sur la durée. Surtout quand il y a de la pression, de l'émotion. L'idée, c'est plutôt de mettre en place un cadre, des processus concrets, qui vont limiter les occasions où l'ego peut décider à notre place. Créer un système, en quelque sorte, qui rend la discipline plus facile. Un système anti-égo, en quelque sorte. Un peu oui. Et pour ça, il y a 3 piliers essentiels qui sont mis en avant. D'accord. Lesquels? Premier pilier, Mhm. le plan de trading. Un plan clair, détaillé, écrit, qui définit les conditions d'entrée, de sortie en gain comme en perte, la taille de position. Tout ça avant de trader. Et le plus dur, c'est de s'y tenir, j'imagine. C'est le point crucial. Le respecter à la lettre. Son rôle, ce n'est pas de prédire l'avenir. Personne ne peut le faire. C'est d'éliminer l'improvisation, l'émotion. C'est un cadre rationnel pour gérer l'incertitude. Chaque décision doit venir de règles préétablies. Ok. Le plan comme rempart. Deuxième pilier, Le deuxième, c'est le journal de trading. Le document l'appelle joliment le miroir du trader. C'est l'idée de tout noter. Chaque opération. les chiffres, entrée, sortie, gain, perte. Oui, mais pas seulement. Le document insiste à noter pourquoi on a pris la décision, quel signal, et surtout noter les émotions ressenties, avant, pendant, après. La confiance, la peur, l'avidité, la frustration. Pourquoi c'est si important de noter les émotions? Parce que c'est en relisant ça, à froid, qu'on démasque les pièges de l'ego. On voit noir sur blanc. Ah, là j'étais euphorique, après 3 gains, j'ai doublé la mise sans vrai signal. Grosse perte. Ou j'étais frustré, j'ai pris ce trade pour me refaire en ignorant mon plan. Reperte. Ce retour d'expérience concret sur soi-même, c'est ça qui forme vraiment. C'est un outil d'apprentissage sur mesure, ultra puissant. Très clair. Et le troisième pilier pour tenir l'ego en respect? Le troisième, fondamental aussi, c'est la gestion du risque, le money management. Et ça, c'est directement lié à l'humilité. Comment ça? Quelqu'un qui applique une gestion du risque stricte, par exemple, risquer seulement 1% ou 2% de son capital par trade, il admet une chose essentielle. Il peut avoir tort. Sur n'importe quel trade, n'importe quand, peu importe sa conviction, son analyse, l'incertitude est toujours là. Accepter ça, c'est faire preuve d'humilité face au marché. Donc, gérer son risque, c'est un acte d'humilité. Exactement. Et du coup, la priorité numéro 1, ça devient la protection du capital, avant même la recherche du profit. C'est la base. L'idée clé, c'est d'accepter la perte comme normale, comme une partie du jeu. C'est pas un drame personnel.
Vouloir refuser la perte à tout prix, c'est là que l'ego prend le dessus. C'est l'ego qui dit « je ne peux pas perdre ». Voilà. Et c'est cette décision-là qui transforme une petite perte gérable en catastrophe. La gestion du risque, c'est la barrière de sécurité contre ces décisions émotionnelles dictées par l'ego. C'est une approche très structurée pour un problème qui semble si psychologique. Mais il y a un point intéressant dans le document. Il suggère que le but n'est pas forcément de supprimer l'ego. C'est ça. Oui, c'est une nuance importante. L'idée, c'est pas de devenir un robot froid, sans émotion, sans ambition. Ce serait probablement ni possible, ni souhaitable. L'ambition, le désir de réussir, ça fait partie du moteur. L'enjeu, ce serait plutôt de comprendre cette force, l'ego, de voir son potentiel destructeur si on le laisse faire, mais aussi d'apprendre à le canaliser, À le transformer, transformer l'ego. d'ennemi à allié peut-être. C'est un peu l'idée, oui. Un ego maîtrisé, compris, pourrait devenir une source d'énergie positive. Au lieu de chercher la validation, d'avoir raison à tout prix, cette énergie pourrait nourrir la discipline pour suivre le plan. Elle pourrait nourrir la persévérance pour analyser ses erreurs, la résilience pour traverser les mauvaises passes. J'ai une phrase clé dans le texte qui résume ça. Le véritable trader professionnel ne cherche pas à prouver qu'il a raison, il cherche à devenir meilleur chaque jour. Ça change tout. Ah oui, c'est une perspective différente. L'énergie de l'ego mise au service de l'amélioration continue, pas de la défense de soi. Exactement. L'ego maîtrisé comme moteur de croissance personnelle plutôt que d'autodestruction. C'est une vision qui met le développement personnel au cœur de la performance durable en trading. Si on devait résumer l'essence de ce qu'on a exploré aujourd'hui, à partir de cette source, ce serait quoi le message principal? Je crois que le message est fort et assez direct. Le plus grand adversaire en trading, celui qui fait le plus mal, il n'est pas sur les graphiques, il n'est pas dans les algos, il est en nous. C'est notre propre ego quand il n'est pas maîtrisé. C'est lui qui nous pousse à défier les règles, à ignorer la prudence, à chercher le gros coup plutôt que la régularité. Et la clé alors? La clé pour une pratique plus saine, plus durable? Elle serait dans notre capacité à développer un certain détachement émotionnel au moment de décider, à laisser l'ego au vestiaire si on veut. Et ça passe par quoi? Par la discipline rigoureuse. Suivre son plan, utiliser son journal pour apprendre et adopter cette posture d'humilité, d'étudiant perpétuel face au marché. Finalement, c'est cette discipline, cette conscience de soi, bien plus que l'orgueil ou l'arrogance, que le marché semble récompenser sur le long terme. C'est ça qui ferait la différence entre l'amateur et le pro. Bien. Voilà qui conclut notre exploration de l'ego en trading. Une discussion vraiment éclairante, je trouve. Ça invite à réfléchir, même au-delà du trading d'ailleurs. Pour la route, comme on dit. Si le trading, cet environnement si particulier, nous apprend que maîtriser son ego, la discipline émotionnelle, l'humilité, c'est crucial, est-ce que cette leçon ne s'appliquerait pas aussi ailleurs, dans d'autres domaines de nos vies? Tu penses à quoi, par exemple? À toutes les situations, pro ou perso, où on doit décider sous pression, avec des infos incomplètes, des enjeux importants, l'entrepreneuriat, la gestion de projet, des négociations, même nos relations, cette bataille intérieure contre notre besoin d'avoir raison, notre peur d'échouer, notre réaction à la critique, est-ce que ce n'est pas là aussi souvent un facteur décisif, même s'il est moins visible qu'en trading? Une piste à méditer peut-être.